Alors aujourd'hui, j'ai prévu de parler des courants musicaux qui naissent de par des mouvements de population qui sont choisis ou forcés, et ce qui va nous amener à poser la question de la mondialisation de la musique et d'une éventuelle homogénéisation des styles musicaux. Donc on va commencer par un contrôle des connaissances. La question est la suivante. Que seraient les musiques populaires aujourd'hui si l'esclavage n'avait pas existé? Vous avez 2 minutes. Allez-y, lâchez-vous. Hein. Ah oui, c'est une vraie question. C'est pas un artifice de... Non. Mais... C'est-à-dire que avant le jazz, on n'aurait pas eu effectivement le blues, on n'aurait pas eu non plus les spirituals, et si on n'a pas les spirituals, on n'a pas non plus le gospel. Le gospel, en gros, à la louche, hein, entre les spirituals et le gospel, on passe de l'Ancien au Nouveau Testament. On n'aurait pas eu non plus le ragtime, ce répertoire pour piano, Scott Joplin, etc. Et donc on n'aurait pas eu le jazz, parce que si on rajoute aux spirituals, au blues, au ragtime, si on rajoute les work songs, les chants de travail, on a les ingrédients d'une mayonnaise qui va finir par prendre et qui va donner le jazz. Bon. Dans les années 40, le jazz commence à perdre son public populaire, parce que ce qui intéresse la communauté noire, c'est une nouvelle forme musicale qui est apparue, qui est le rhythm and blues, qui va mettre en exergue les côtés les plus dansants du blues. Si on n'a pas le rhythm and blues, on n'a pas non plus ensuite ce mélange de gospel et de rhythm and blues qui va être la soul. Et si on n'a pas la soul, on n'a pas le funk. Et on n'a pas non plus, vous me direz, on n'a pas non plus le disco, qui est bien né dans la communauté, dans les clubs noirs, gays, new-yorkais. Mais si on n'a pas le disco, on n'a pas la house. La house est née sur le squelette du disco. Et on n'a pas non plus la techno. Parce qu'à Détroit, les 3 fondateurs de la techno de Détroit, Rowan Atkins, Derrick May et Kevin Sanderson, c'est 3 noirs. Mais la situation est pire que ça. Parce que le rock and roll a tellement pompé sur le rhythm and blues à ses débuts que sans l'esclavage, on n'aurait peut-être même pas Elvis Presley. Et ça, vous serez d'accord avec moi qu'un tel monde est inconcevable. Bon. Donc, maintenant, alors, évidemment, le déplacement de population en question n'est pas un déplacement choisi, bien sûr, mais ça va générer toute une série de formes musicales qui sont originales, mais qui ne sont pas africaines, contrairement à ce qu'on raconte souvent, qui sont, comme toutes les musiques populaires, le fruit de rencontres entre la culture, les pratiques musicales d'origine et les pratiques musicales qui sont déjà dans le pays ou dans le continent où on arrive. Alors comment ça arrive, les spirituals? Je me lève, je fais tout le temps ça, hein. Je me lève, je me rassois, ça fait partie du... Le seul endroit pour les esclaves qui n'ont absolument aucun droit, le seul endroit où on s'occupe un peu de leur éducation, c'est l'Église. Et à l'Église, on va, de manière à les élever spirituellement, leur apprendre les chants protestants. Avec une population
qui est analphabète, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne parle pas la langue américaine, mais qui a du mal, d'ailleurs une population qui a du mal à communiquer entre elles, puisque quand les esclaves arrivaient sur le sol américain, ils étaient systématiques. On éclatait les familles, on éclatait les ethnies, donc on se retrouvait dans les champs de coton avec des gens qui ne parlaient pas la même langue, parce qu'ils ne venaient pas du même pays. On leur apprend donc les chants protestants de la manière la plus simple, qui est « je chante, tu répètes ». Et ça, les esclaves, ça leur rappelle quelque chose. Parce que ce système, cette structure avec un chanteur leader et le groupe qui reprend, qui répond, qui répète ce que vient de chanter le leader, ou qu'il répète simplement en partie, ou qu'il répète en le modifiant, c'est une caractéristique de la musique africaine. C'est ce qu'on appelle le chant responsorial. C'est une des caractéristiques de toutes les musiques chantées d'Afrique de l'Ouest. Vous allez retrouver ça partout, y compris dans des répertoires très modernes actuels. Donc ça, ok, ça marche. Et puis ils feront comme ils ont toujours fait, c'est-à-dire qu'ils changent les paroles, ils dansent en même temps qu'ils chantent, ils marquent la pulsation avec le pied, mais en marquant le contretemps avec les mains, ils improvisent, ils changent les mélodies, ils changent les paroles, et ça va nous donner le répertoire des spirituals. Rappelez-vous, j'en ai parlé la dernière fois, quand j'ai parlé de cette première forme de mondialisation industrielle, avec la première révolution industrielle, le développement des télécommunications et des moyens de transport, et les résistances nationales, où on veut, en Europe, produire une musique savante qui soit spécifiquement nationale, et pour ça, on s'appuie sur les musiques populaires. Et celui qui va faire la promotion des spirituals à la fin du XIXe siècle, c'est Dvorak. Dvorak, compositeur bohème, qui est arrivé en directeur du Conservatoire de New York et qui, dans sa classe de composition, explique à ses élèves en composition, mais pourquoi est-ce que vous êtes fatigué à copier la musique européenne alors qu'ici, vous avez un répertoire extrêmement riche qui est le répertoire noir, populaire. C'est quand même un paradoxe d'avoir un compositeur qui vient d'Europe centrale, qui explique aux Américains que la musique la plus intéressante chez eux, c'est celle des Noirs. Alors, on va écouter un spirituals que vous connaissez, mais peut-être pas dans cette version-là. Oh Lord, trouble so hard. Oh Lord, trouble so hard. Yes, indeed, my trouble hard. Yes, indeed, my trouble hard. Oh Lord, Ça, vous l'avez entendu. oh Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble with God. Don't nobody know my trouble with God. Yes, indeed, my trouble so hard. Vous l'avez entendu dans la réutilisation qu'on a fait Moby. Parce que ce spiritual fait partie des collectages qu'a effectué Alan Lomax, John Lomax et son fils Alan, dans les années 30 et dans les années 50, où ils avaient été dépêchés par la Bibliothèque du Congrès pour faire des enregistrements de terrain des anciens répertoires américains. Donc, il y a beaucoup d'enregistrements qui ont été faits dans des prisons, parce qu'on supposait que dans les prisons, s'étaient perpétués des répertoires archaïques qui n'avaient pas été contaminés par les autres musiques de l'époque. Alors, c'est intéressant, ces collectages, parce que ça nous donne accès à des musiques. On ne peut pas savoir exactement si ça n'a pas du tout été influencé par les musiques extérieures, mais si on n'avait pas ça, on n'aurait rien du tout, parce que, évidemment, les premiers spirituals n'ont pas été enregistrés. De même que les premiers blues. Le blues est né à la fin du XIXe siècle, et il n'y a pas eu le premier enregistrement de blues date de 1920.
donc longtemps après. On n'a pas de... Ça veut dire que c'est une musique qui s'est développée en dehors de l'industrie du disque, ce qui n'est pas si courant pour une musique populaire qui est encore vivante aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas enregistré le blues? Alors, quelquefois, on met en avant des questions raciales. Peut-être, j'en suis pas sûr. Je pense que c'est surtout des raisons techniques et des raisons économiques. En fait, les studios, au tout début du XXe siècle, tous les studios sont à New York. On n'a pas les moyens techniques de dépêcher du matériel pour aller enregistrer dans le sud des États-Unis, où est né le blues, dans le delta du Mississippi. Donc ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison est économique. On suppose, probablement à juste titre à l'époque, que des enregistrements de blues ne vont intéresser que la communauté afro-américaine. Cette communauté afro-américaine n'a pas d'argent. Or, le disque, à ses débuts, est un produit onéreux. Donc, on ne va pas perdre de l'argent à enregistrer cette musique-là. Donc, premier enregistrement de blues, c'est 1920, et c'est Mamie Smith, Crazy Blues. Mais là, je vais vous faire écouter autre chose. Alors, avant une précision, j'ai encore lu, il n'y a pas si longtemps que ça, un article qui mettait en valeur le côté africain du blues, au point presque de dire que le blues, c'était africain. C'est faux. Si le blues était africain, il faudrait qu'on m'explique pourquoi il n'y a pas eu de blues au Pérou. Parce qu'au Pérou, quand on a zigouillé les Indiens, il a bien fallu faire venir de la main-d'œuvre noire, des esclaves, pour travailler dans les mines. Et le blues ne s'est pas non plus développé dans les Caraïbes, où on a eu aussi toute une déportation importante d'esclaves. Le blues est né aux États-Unis. Alors ça ne veut pas dire, dans ce que je dis, il ne faut pas comprendre qu'il n'y a pas d'Afrique dans le blues. Il y a des tas d'ingrédients qui sont des éléments résiduels de culture africaine, mais ces éléments-là ont rencontré la musique qui était déjà présente sur le sol américain, et notamment la musique des colons, la forme de la ballade irlandaise, qui s'est transportée aussi aux États-Unis, et les deux mélangés, ça a donné le blues. Mais ça va plus loin que ça, parce que le blues lui-même, avec le déplacement des populations noires à l'intérieur des États-Unis, a généré de nouvelles formes. Alors, démonstration. Je vais vous mettre là le blues du Delta le plus roots, Charlie Patton, truc. Il y a des gens parmi vous qui ont essayé d'apprendre la guitare à un moment, dans leur jeunesse? Oui. Alors, quand vous apprenez la guitare, on vous explique que le blues, c'est en 12 mesures, accord tonique, puis on passe sur la sous-dominante, etc. Bon. Ça, c'est après que c'est arrivé. Au début, les bluesmen du Delta, ils s'en foutent du nombre de mesures. Ce qui compte, c'est la pulsation. Et quand on a envie, on change d'accord. Mais... Alors, un bel exemple avec Charlie Patton. Be knocked out. Oh, don't love saltwater well, she always wants a drink. Got to have a drink. I don't love saltwater. She always wants a drink. Boy, if they see you with a bottle, though. If they see you with a bottle, they will almost break that neck. Oh, sing.
choisi Charlie Patton et pas Robert Johnson, parce que Robert Johnson, c'est du blues du Delta, mais c'est déjà très, très élaboré. Charlie Patton, il y a un truc très rentre-dedans. Mais ces bluesmen du Delta ne vont pas rester dans le Delta. On a une émigration progressive, constante, vers les villes du Nord et vers la côte ouest. Pourquoi ? Parce que le sud des États-Unis est en crise et que ce sont des populations qui sont en butte à un racisme très présent, racisme qui vont retrouver dans les ghettos du Nord par la suite, mais enfin, il y a l'espoir de trouver du travail, etc. Donc on quitte... souvent, on vous raconte dans les histoires du jazz qu'à partir de 1917, tout le monde s'en va parce qu'à la Nouvelle-Orléans, on ferme le quartier de Storyville, qui était le quartier des bordels. Moi, je veux bien, mais l'émigration avait commencé largement avant. Et puis, les bluesmen, ils ne chantaient pas dans les bordels. C'était les pianistes qui jouaient dans les bordels. Les autres, ils jouaient ailleurs. On a des musiciens qui se retrouvent au Texas. Eh bien, au Texas, le blues va rencontrer les musiques latines, et notamment des musiques qui viennent du Mexique. Et le jeu de guitare va se modifier de par ces rencontres-là. Exemple, avec... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Blind Lemon Jefferson. Blind, aveugle, c'est un des nombreux bluesmen aveugles. I had a dream last night all about my gal. Toutes ces fioritures de guitare, là, I had a elles viennent de dream musique latine. last night all about my gal. You can tell by that sweet papa ain't feeling so well. I'm going away, mama. That's the way you are, mama. I'm going away, pretty mama. That's the way you are, mama. So if I live in Chicago, money's gonna be my crime. This house is lost, son. My baby left me all alone. I said this house is lost, son. My children left me all alone. If your heart ain't rock, sugar must be... Sur un style aussi connu, aussi populaire que le blues, je trouve que c'est un très bel exemple que même une musique aussi figée, on va dire, telle qu'elle va l'être par la suite, a évolué très rapidement au contact des autres populations. En fait, l'idée de trouver une musique populaire, traditionnelle, pure, qui n'aurait jamais changé au fil de l'histoire, c'est un fantasme. Ça n'existe pas. Toutes les musiques, y compris, même si vous avez en Amazonie, chez des tribus indiennes qui vivent complètement reculées, loin de la civilisation, et il y a des gens qui font des enregistrements de terrain là-bas, ils vont vous expliquer que tel morceau de tel répertoire, il a subi l'influence de la tribu qui habite un peu plus loin. C'est-à-dire que quand les gens se rencontrent, ah, toi tu le fais comme ça, nous on le fait autrement, et ça bouge tout le temps. Un autre exemple, toujours en blues, encore plus probant, ce que va devenir le blues quand il arrive sur la côte Est, avec le développement d'un blues qui se polisse considérablement, qui subit l'influence du ragtime, c'est-à-dire un côté extrêmement carré, très structuré. C'est Blind Blake, avec ce morceau qui a été souvent copié et rarement égalé.
j'ai tenu à peu près une demi-heure, rien qu'avec le blues et les spirituals, mais on n'est pas obligé de rester là-dessus. Autre déplacement de population qui va générer la première musique blanche américaine, c'est tous ces migrants anglo-irlandais qui s'installent aux États-Unis, qui vont finalement, dans une zone comme les Appalaches, les montagnes des Appalaches, préserver énormément d'éléments de leur culture, ce qui va produire la première musique originale des États-Unis, qu'on appelle le hillbilly, ou old-time music, quand on veut être plus poli, parce que hillbilly, hill c'est colline, billy c'est petit mec, mais c'est très vite devenu plouc. Donc le hillbilly, c'est la musique des ploucs des collines. Et c'est une musique dans laquelle les traces de musique irlandaise sont extrêmement présentes. Or, le hillbilly va être la colonne vertébrale de ce qu'on va ensuite appeler la country, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à enregistrer cette musique, le terme de hillbilly commence à faire désordre. Donc on appelle ça country, la musique de la campagne. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec le mouvement de revival qu'on va connaître dans les années 60, on va voir revenir le terme de hillbilly. Parce que le terme de hillbilly va être synonyme d'authenticité. Parce qu'entre deux, la country, c'est devenu la country de Memphis. Et là, on est sur une production au kilomètre très commerciale. Mais il n'y a pas que des Anglo-Irlandais qui sont allés aux États-Unis. Il y a des Français. Ces Français, dont beaucoup venaient de Normandie, se sont installés dans ce qu'ils ont appelé la baie française, dans un nouveau pays, un paradis, qui était l'Acadie. C'est les Acadiens. Or, ces Acadiens vont être chassés, ça aussi c'est des déplacements de population, de la baie française, qui s'appelle maintenant la baie de Fundy, en 1755, par les Anglais. Certains vont retourner en Europe, d'autres vont se disperser un peu partout. Il y en a qui vont partir au Québec, et il y en a qui vont descendre en Louisiane. Et en Louisiane, argot louisianais aidant, acadien, ça va devenir cajun. Et ça donne la musique cajun. Ce déplacement, le moment où ils ont été chassés de la baie française, c'est ce que les Cajuns appellent le grand dérangement dans leur histoire. Or, la musique cajun est une musique fort intéressante parce que c'est une musique qui est née de la rencontre entre les musiques qui étaient déjà présentes en Louisiane et les musiques françaises, mais c'est une musique qui va être une musique de résistance à l'américanisation. Et notamment parce qu'on va tenter de préserver la langue française, une langue évidemment modifiée par le climat des bayous, mais c'est important parce que la langue est un des vecteurs de la culture et la chanson est probablement l'élément le plus populaire qui permet de maintenir la transmission de la langue. Donc c'est un répertoire qui est très attaché à la danse. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal chez moi à écouter de la musique cajun pendant 1 heure, parce qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui ne marche pas. Comme j'ai du mal à écouter de la house. Chez moi, à l'apéro, avec mon whisky et mes cacahuètes, si je mets de la house, il y a un truc qui ne marche pas. C'est une musique fonctionnelle, il faut pouvoir danser dessus. Bon, je ne vais pas me mettre à danser comme dans mon salon, ça ne marche pas. Donc, une valse par un des groupes, parce qu'il y a 2 grosses tendances en fait dans la musique cajun. Vous avez une musique qui reste très acoustique et très attachée à la musique traditionnelle, et puis une tendance qui va être beaucoup plus influencée par le rock et les musiques en gros anglo-américaines. Ce qu'on a connu en premier en France, c'était plutôt cette tendance-là, avec des gens comme Zachary Richard. Vous vous souvenez, non ? Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Repris bien plus tard par Julien Clerc. Mais là, c'est un groupe qui s'appelle Beau Soleil, et c'est une valse.
Pour les personnes qui avaient commencé à apprendre la guitare, le solo de guitare qu'on vient d'entendre n'est pas né en Normandie. Il est né de la confrontation de ces musiques d'origine française avec le blues que forcément les Acadiens ont rencontré à un moment ou à un autre. Je vais digresser, parce que là, ce n'est pas lié à un mouvement de population, mais le maintien de la langue est vraiment un élément important. Un des plus beaux exemples que je connaisse, c'est celui des Berbères en Algérie. Quand, sur Radio Alger, les années 70, on attend un chanteur qui doit enregistrer une émission, il n'est pas là, il n'arrive pas. Idir traîne dans les couloirs de la radio et on lui propose de chanter à la place. Et Idir va dans le studio et il chante en amazigh, la langue berbère. C'est une explosion en Algérie pour la population berbère d'entendre d'un seul coup à la radio nationale quelqu'un qui chante dans leur langue. Ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. Bon, autre exemple de déplacement de population. La musique norteño, ça vous dit quelque chose? Non. Terrano non plus? Non. Chicano? Plus. Tex-Mex? Ah, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la musique qui va naître des deux côtés de la frontière entre le Mexique et le Texas et qui est liée au déplacement de population des Mexicains vers le Texas. Alors là, c'est un des exemples les plus probants que je connaisse d'une nouvelle forme musicale liée à des rencontres de populations différentes. Ces Mexicains qui traversent la frontière, illégalement, c'est toujours, le mur n'est pas encore construit, contrairement à ce qu'on nous avait expliqué, ces Mexicains atterrissent, certains, dans une petite ville qui s'appelle New Braunfels. New Braunfels, c'est cette ville du Texas dans laquelle s'est installée une communauté allemande qui est arrivée aux États-Unis. Ces Allemands sont arrivés avec leur musique et leurs instruments, notamment instruments phares pour les Allemands, puisque c'est eux qui en sont les inventeurs, l'accordéon. Les Mexicains, ça leur plaît beaucoup, l'accordéon. Et donc, on va voir émerger un répertoire qu'on appelle la musique norteño ou terrano ou tout ce qu'on veut, dans lequel l'accordéon est central, qui se joue en conjunto, c'est-à-dire des petites formations instrumentales, parce qu'au Mexique, souvent, ce qu'on nous met en avant, c'est les mariachis, mais en dehors des mariachis, il y a ces petites formations instrumentales. Et ces musiciens vont interpréter à la mexicaine des polkas, des mazurkas, qui viennent d'Europe, en mettant dessus des textes qui, eux, viennent de la tradition mexicaine du corrido. Le corrido, c'est cette chanson mexicaine qui est une chanson, c'est presque du journalisme en chanson. C'est-à-dire des chansons dans lesquelles on parle de l'actualité, etc. C'est un répertoire qui a accompagné la Révolution mexicaine. C'est-à-dire que vous aviez tous les jours une nouvelle chanson qui sortait et qui disait « il y a eu telle bataille dans telle ville », etc. Donc, on utilise cette tradition du corrido pour mettre des textes sur des polkas, des mazurkas qui viennent d'Europe, mais qui sont réinterprétés à la mexicaine par des musiciens qui sont de part et d'autre de la frontière. Alors, ce que je vais vous faire écouter là, c'est instrumental, mais par contre, c'est une polka.
Narciso Martinez. Ce n'est pas un nom allemand. C'est pour moi un des exemples vraiment les plus probants de ces nouvelles formes musicales qui naissent de la rencontre entre des populations d'origines différentes. Mais on en a une en France de forme musicale comme celle-là. C'est le musette. Pourquoi ça s'appelle musette, le musette? Vous avez une idée là-dessus? Il n'y a personne qui a jamais d'idée là-dessus. C'est quand même invraisemblable. Alors qu'on a été... Moi, j'ai passé ma jeunesse à voir à la télé les versions les plus frelatées du musette, c'est-à-dire Yvette Horner, Aimable, André Verschuren. Alors, pourquoi ça s'appelle musette? La musette, ou la cabrette, c'est une petite cornemuse. Et c'est une cornemuse auvergnate. Les Auvergnats débarquent à Paris dans une période qui va en gros de 1800 à 1860 et ils jouent de leur instrument. Ils organisent eux-mêmes leurs bals dans leur communauté, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? À partir de 1870, arrivent à Paris, parce qu'ils cherchent du travail, des immigrants italiens. Et ces Italiens, ils arrivent avec un des instruments qui est le plus répandu en Italie, dans les répertoires populaires, qui est l'accordéon. Et on va... Alors, je fais un parallèle pour dire que, effectivement, en France, l'accordéon est associé au musette. C'est un instrument qui n'est jamais rentré dans le répertoire savant symphonique. Enfin, il y a des pièces contemporaines pour accordéon, mais j'aimerais bien que vous me citiez une œuvre pour accordéon dans le répertoire contemporain que vous connaissez. Mais ça, c'est propre à la France. C'est-à-dire que dans le monde entier, on a des répertoires pour accordéon. Il n'y a pas un pays d'Amérique latine dans lequel vous n'ayez pas un répertoire pour accordéon. Et à Madagascar, par exemple, l'accordéon est devenu quasiment un instrument national. Donc on a comme ça une diffusion de cet instrument partout dans le monde, y compris dans ses versions dérivées comme le bandoneon, qui va donner le tango en Argentine. Mais vous savez quel est le pays où on a l'école de tango la plus développée à l'heure actuelle? C'est la Finlande. Le tango finlandais, c'est une grande affaire. Bon, bref. Ces Italiens arrivent à Paris, je ne sais plus ce que je disais, mais je pense que je termine à peu près la phrase que j'ai fait tout à l'heure, et ils vont rentrer en concurrence avec les Auvergnats. Au début, alors c'est un peu tendu, mais au début, on a des Auvergnats qui jouent avec des Italiens. Ce répertoire qu'on va appeler le musette, parce que le mot va rester, et c'est un duel, en gros, une espèce d'émulation entre accordéon et cabrette. Et puis, d'ailleurs, les premières stars du musette, des gens comme Colombo, Murena, etc., ce sont tous des Italiens. Et puis, un accordéoniste comme Émile Vacher va apporter des améliorations à l'accordéon qui va lui permettre de devenir un instrument beaucoup plus souple. Et là, la cabrette ne peut plus lutter.
Et c'est l'accordéon qui va devenir l'instrument du musette. Mais au départ, c'est bien un répertoire qui est né, encore une fois, d'une rencontre entre des populations qui n'étaient pas a priori destinées à se rencontrer. Donc, où on continue de jouer, on continue de trouver des bourrées, et puis des valses, des javas, etc. On va y rajouter du chant italien populaire, et puis tous les répertoires de musique légère parisienne, jusqu'à ce que là-dessus se greffe une autre population immigrée, qui sont les manouches, qui vont s'emparer de ce répertoire musette. Quand on nous dit que Django Reinhardt, c'est le fleuron, le musicien le plus important du jazz manouche, on peut en discuter, parce que le jazz manouche, il n'existe pas avant Django Reinhardt. C'est une création. Si vous voulez, Django Reinhardt, ses premiers enregistrements, si vous écoutez son intégrale paru chez Frémaux et Associés, il joue du musette. Alors, un peu de musette. Alors, vous pouvez danser. Bon, je ne m'attendais pas à ce que ça ait beaucoup de succès, une telle proposition. Mais... Jusqu'à présent, on a été sur des répertoires qui sont nés de la rencontre entre des populations différentes. Mais la rencontre avec un autre style musical peut aussi passer par le disque et par la radio. Un très bel exemple de ça, c'est la rumba. La rumba est un répertoire, est une forme musicale cubaine. Alors je sais bien qu'à Perpignan, il y a la rumba catalane. Si vous dites aux gitans que non, la rumba c'est cubain, ils arrachent les yeux, mais non, la rumba c'est cubain. Et c'est probablement la forme cubaine dans laquelle les racines africaines sont les plus marquées par le jeu des percussions. Alors, en France, on a une vision un peu biaisée de la rumba, parce que à partir du moment où on va avoir une vogue des musiques afro-cubaines, disons dans les années 50, c'est une énorme vogue aux États-Unis. La preuve en est un film comme West Side Story, à la fin des années 50. Donc le mambo, le cha-cha-cha, etc. Et ça va arriver aussi en France. Et en France, on a eu tendance à appeler rumba tout ce qui venait de Cuba. Et généralement, ce n'était pas de la rumba. C'était du mambo, c'était du cha-cha-cha, c'était du son. Mais ce n'était pas de la rumba. Je vais peut-être vous décevoir, mais il y a de la rumba dans l'air d'Alain Souchon, c'est pas de la rumba. Ah, quand même. Un rire dans la salle. Vous avez filmé ça ? Il faut filmer le monsieur qui rit. Qu'est-ce que je disais ? Voilà, je dis n'importe quoi et je me perds. Bon, bref, on va en écouter de la rumba. Folklo Yuma, qui est un groupe cubain qui s'est un peu spécialisé dans le maintien de la rumba traditionnelle. Cubano de región Carabalí.
afro-cubano de región Carabalí. Oye cómo suena el quinto, cómo repica el tambor. Tú no conoces mi tierra como la conozco yo. No conoces mi tierra como la conozco yo. Carabalí con Carabalí. Si je vous avais fait écouter ce morceau-là sans le chant, je ne suis pas sûr que vous l'auriez identifié comme cubain. Parce que la polyrythmie est encore très africaine. Et j'ai eu l'occasion d'assister à une scène assez amusante à Nantes, il y a 2 ans, je crois, avec toute une série d'événements autour de la musique cubaine. Et notamment, un soir, il y avait des musiciens cubains qui étaient là, qui allaient jouer de la rumba. Il y avait tout un public qui s'est précipité en disant « Super, on va faire la fête ». Et quand les types ont commencé à jouer, personne n'a bougé parce que personne ne comprenait comment fonctionnait la musique, parce que c'est complexe. Ça, c'est à Cuba. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Début des années 60, c'est l'arrivée des indépendances. Décolonisation, sauf dans les pays, sauf dans les colonies portugaises, parce que le Portugal a gardé beaucoup plus longtemps ses colonies, qui sont... La décolonisation est arrivée qu'en 1975, après la révolution des œillets et la chute du régime dictatorial. Mais les autres pays africains accèdent à l'indépendance début des années 60. C'est important parce qu'on accède aussi aux musiques des Caraïbes et aux musiques afro-américaines par le biais du disque et par la radio. Un des pays qui va être le plus marqué par ça, c'est le Congo, l'ancien Congo belge, donc actuellement la République démocratique du Congo, qui est sûrement le pays d'Afrique où les Belges ont laissé le plus gros émetteur radio, donc une musique qui va se diffuser un peu partout. Des musiciens africains du Congo découvrent la rumba et ils se disent « mais il y a des trucs qui viennent de chez nous là-dedans ». Et ils vont inventer ce qu'on a appelé la rumba congolaise, qui va être quelque chose d'énorme en Afrique, parce que ça ne va pas seulement concerner le Congo, ça va concerner tous les pays alentours, et c'est une musique qui va avoir énormément d'influence sur toutes les nouvelles musiques populaires qu'on va voir arriver dans la deuxième moitié des années 60 et dans les années 70. Une musique urbaine, la rumba congolaise, électrifiée, guitare électrique, clavier électrique, dans laquelle on va faire ce qu'on a fait dans plein d'autres musiques africaines, c'est-à-dire qu'on va reprendre des ingrédients d'une musique traditionnelle et on va transposer ce qui était joué sur les percussions sur des instruments harmoniques comme les claviers ou la guitare. C'est ce qui s'est passé au Sénégal avec le mbalar, Youssou N'Dour, etc., qui repose au départ sur des rythmes traditionnels qui étaient joués sur les sabars, et on va transposer ça sur une instrumentation électrique. Eh bien, au Congo, ça va donner Franco et le hockey jazz. Ça, c'est un des premiers enregistrements de Franco avec le hockey jazz, qui a été un monument. Lui et Taboulé Rocheron. Sherilina bazakaka señorita yo te quiero hasta lelo nazaliwa yo señorita yo te quiero tenaliwa nazali sewa yo señorita yo te quiero Sherilina bazakaka señorita yo te quiero hasta lelo nazaliwa yo señorita yo te quiero Quand je parlais tout à l'heure de chant responsorial, señorita yo te quiero c'est bien une musique africaine. J'y avais
pas pensé, je viens de l'entendre. Pas grave. Bon. Depuis tout à l'heure, on est sur les musiques du monde. Quand le terme de world music est arrivé, dans les années 80, à l'origine de ce terme-là, on a principalement quelqu'un comme Peter Gabriel, qui avait son festival WOMAD et qui ensuite a créé son label Real World. L'inquiétude a été grande. C'est-à-dire qu'on a très vite senti que derrière le discours un peu béni oui-oui de la world music, qui était de dire maintenant c'est fini les différences, nous sommes tous frères et sœurs, et on va parler de la musique du monde, etc. On a très vite senti que derrière, il y avait cette idée de transposer les modes de diffusion et les modes de production anglo-saxons dans tous les pays du globe. Donc tout le monde a poussé des cris d'orfraie. Ce n'est pas ce qui s'est passé. En France, d'ailleurs, il y a eu une résistance timide dans le fait que musique du monde, on a mis musique au pluriel, pour indiquer que tout n'était pas pareil. Bon. Mais je ne suis pas du tout sûr que la mondialisation, ce soit quelque chose d'aussi simple que ce qu'on nous a raconté. Alors, je vais prendre un exemple avec les émissions de télé-réalité musicale. 2001, Popstar, 2001, Star Academy, 2002, La Nouvelle Star, ça continue, The Voice, etc., etc. Des émissions qui sont nées, alors certaines d'entre elles sont nées effectivement dans les pays anglo-saxons, Pop Idol en Angleterre, Fame Academy, qui vont ensuite se décliner aux États-Unis et dans tous les pays d'Europe, et ensuite dans énormément de pays dans le monde entier. Toutes ces émissions sont construites sur le même, comment dire, si vous lisez une interview des concepteurs de ces émissions-là, ils vous parlent de concept. C'est une utilisation du mot concept que je n'utilise pas. Donc, toutes ces émissions sont construites sur le même format. Et pour pouvoir participer à ces émissions, quel que soit l'endroit dans le monde où vous vous trouvez, il faut que vous connaissiez bien la pop anglo-saxonne ou ses dérivés. Il faut que vous sachiez annoncer à peu près convenablement un titre de ABBA, de Earth, Wind and Fire, ou de je ne sais qui. Ça, c'est pour participer. Pour gagner, il faut que vous rentriez dans les normes nationales. C'est-à-dire que ces émissions dont on craignait qu'elles allaient uniformiser toute la production. Alors, ce que je suis en train de dire là, ça n'enlève rien à la médiocrité générale de ce qui sort. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. On craignait de retrouver le même répertoire partout dans le monde. Ce n'est pas le cas. Nolwenn Leroy n'aurait pas pu gagner aux États-Unis parce que ce qu'elle chante rentre trop dans la tradition de la chanson francophone. Et c'est pire que ça. Les frontières nationales sont très présentes. Est-ce que vous pouvez me dire qui est Mélanie Martin ? C'est celle qui a gagné en Belgique, que personne ne connaît, et pourtant, c'est pas loin. Ben oui, ça se devine facilement, parce que Mélanie, c'est un prénom belge. Bon. Alors, je ne vais pas vous passer celui qui a gagné en Zambie, mais je l'ai retrouvé, ni celle qui a gagné aux Philippines, ni en Inde. Par contre, je vais vous passer Chata Hassoun, qui a gagné en Irak, dans le Star Academy irakien. Vous allez voir. Je pense qu'en France, elle n'aurait pas passé les premières sélections.
Et la lauréate indienne, c'est encore plus frappant parce que la chanson n'est pas du tout dans le tempérament égal, c'est-à-dire qu'on est sur une division de l'octave qui n'est pas celle qu'on utilise en Occident. Donc, ça montre quelque chose, même si on passe par un biais un peu particulier, c'est que les codes musicaux nationaux, ou en tout cas culturels, continuent d'avoir un poids important, malgré tout ce qu'on a pu nous raconter. C'est-à-dire que vous imaginez Nolwenn Leroy gagner en Irak en luttant contre ça, c'est pas possible. Et pour finir sur quelque chose de plus gai, allez, je vais vous passer quelque chose que vous connaissez. Alors, c'est vraiment... You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, oh, oh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Ah, les scènes nationales ont beaucoup changé. Ça, c'est Shakira. Et cette chanson... Oui, non, mais on sent là une... Et cette chanson, c'est celle de la Coupe du Monde de football 2010. Chanson officielle. Pour le public lambda, c'est une chanson de Shakira que Shakira a écrite pour la Coupe du Monde. On est en 2010. Sauf que, en 86, au Cameroun, vous pourrez passer à la vidéo Dans cette école, faire les choses Sankalewa, 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 hey, 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 hey. Ça, c'est un groupe camerounais qui s'appelle Golden Sounds et qui, en 86, a eu un succès avec cette chanson qui, à l'époque, s'appelle Zangalewa. C'est la même. Sauf qu'on la connaît bien avant Golden Sounds, puisque Zangalewa, c'est une chanson qu'on trouve déjà à la fin des années 60, qui est connue au Nigeria notamment, parce que c'est une chanson qui parle des tirailleurs africains pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est un morceau qui va finir par devenir une sorte de musique d'entraînement que vont utiliser les militaires, les écoliers, les scouts, quand ils font des exercices de gymnastique. Donc là, ce n'est pas un déplacement de population, c'est le voyage d'une chanson. Parce que, avant Golden Sounds, en 82, c'est-à-dire 4 ans avant, mais cette fois-ci en République dominicaine, on en a une autre version, mais sur un rythme de meringue, c'est-à-dire cette danse quasiment nationale dominicaine.
s'appelle El Negro No Puede, et c'est sur un rythme traditionnel dominicain. Oye, el negrito no contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede. Está pensando en dejar a las mujeres. El negro no puede dormir. Sus males no tienen fin y con vitamina. En 87, Zangalewa, la version de Golden Sounds du Cameroun, vous suivez, devient un succès énorme en Colombie. Shakira Isabelle Ripoli a 10 ans. Et c'est là qu'elle l'a entendu. Et c'est de là qu'elle va le reprendre pour la Coupe du Monde. Mais, quand le disque sort, il est co-signé Shakira, John Hill, qui est le producteur du disque, et Freshly Ground, qui est un groupe sud-africain avec lequel le clip va être tourné. Quand la version de Golden Sounds va être connue du public, Sony va accepter que ce morceau populaire traditionnel soit co-signé en plus par Golden Sounds. Mais tous les autres ont disparu. Mais ça va plus loin que ça par rapport à la mondialisation dont je parlais. Allez chercher sur YouTube le clip de Waka Waka. Il y en a deux. Il y a le clip officiel, celui qui a été choisi par la FIFA, dans lequel on a une Shakira très blonde et très blanche. Et il y a un autre clip qui a été fait pour le public colombien, dans lequel Shakira est beaucoup moins blonde et dans lequel elle est volontairement brunie pour correspondre à son public. La mondialisation, c'est pas gagné. Je vous souhaite une bonne soirée.